Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce 13h au sommaire. La coopération entre le Sénégal et la Mauritanie va davantage s'intensifier au plan diplomatique et économique, ce qui justifie d'ailleurs demain la première sortie du président Bassirou Diomaye Faye à l'étranger dans ce pays frère. Notre reportage Société s'intéresse aux contrevenants du code de la route, ces motocyclistes qui empruntent les sens interdits, les trottoirs et les voies du BRT, sous le regard impuissant de tous les Dakarois qui s'en offusquent amèrement. À Kaolack, la digitalisation de l'état civil est en marche et fait le bonheur de tous les usagers. Toute la procédure est simplifiée maintenant, même les cas locaux de l'étranger peuvent facilement se procurer un document. Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, est attendu demain, donc jeudi 18 avril, à Nouakchott, en Mauritanie. Cette première visite officielle revêt une importance capitale du point de vue économique et diplomatique. Pour rappel, la Mauritanie et le Sénégal partagent des ressources pétrolières et gazières. Le président Bassirou Diomaye Faye met plus que jamais l'accent sur la diplomatie de proximité. Je vous le disais donc, la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie va davantage s'intensifier à deux niveaux, au niveau diplomatique et économique, surtout avec l'exploitation du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie et surtout les accords en ce qui concerne la mise en valeur du fleuve Sénégal, le MVS. René-Léon Fonseca revient sur les enjeux diplomatiques et économiques entre le Sénégal et la Mauritanie. En matière de coopération, le Sénégal et la Mauritanie donne le bon exemple. Depuis 1972, le Sénégal et la Mauritanie, aux côtés du Mali, collaborent au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Cette initiative régionale vise à optimiser les ressources hydriques partagées pour le développement de l'agriculture irriguée, une ressource vitale pour les économies des pays membres. La coopération prend également une dimension infrastructurelle avec la construction d'un pont sur le fleuve Sénégal, financé à hauteur de 57 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Cette infrastructure majeure devrait non seulement booster les échanges commerciaux, mais aussi faciliter le flux des personnes entre les deux pays. Le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie s'étend aux ressources naturelles avec la découverte en 2015 du jugement de gaz Grand Tortue à Émim, situé à la frontière maritime des deux nations. Avec des réserves estimées à 100 TCF et un investissement de 24 milliards de dollars, ce projet d'envergure internationale prévoit de transformer l'économie des deux pays grâce à une exploitation prévue sur 20 ans. La pêche, le secteur vital pour les communautés côtières, est également un pilier de la coopération. Récemment, la Mauritanie a octroyé 500 licences de pêche aux pêcheurs de la langue de Barbarie à Saint-Louis, illustrant ainsi l'excellente qualité des relations bilatérales et l'engagement des deux pays à soutenir les communautés locales. À travers ces initiatives diversifiées, le Sénégal et la Mauritanie démontrent qu'une collaboration étroite et ciblée peut mener à des avancées significatives pour le développement durable et la prospérité partagée de leur peuple. Voilà donc la Mauritanie qui sera demain la première sortie officielle du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Lancement des préparatifs du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Le comité interdiocésain de pèlerinage catholique du Sénégal décline son programme. Le SYMPEC va faire du pèlerinage 2024 une édition spéciale avec un circuit bien particulier de 6 pays à visiter. Une première due à la célébration des 60 ans d'existence du SYMPEC. Philomène Constance Diagne. Les pèlerins de la paix, c'est l'appellation donnée aux chrétiens qui envisagent de se rendre en Terre Sainte pour l'édition 2024. Édition dont l'organisation a suscité des doutes au vu de la tension existante dans le Moyen-Orient. Ainsi, considérant l'actualité et la conjoncture nationale et internationale particulièrement préoccupante, marquée ça et là par des conflits armés, des guerres ouvertes ou latentes potentiellement porteurs de conséquences imprévisibles pour notre terre, déjà fragilisée par des changements climatiques et des chocs environnementaux, nous avons souhaité nous rendre solidaires des aspirations les plus profondes
des hommes et des femmes de notre temps. En étant pour cette édition 2024 les pèlerins de la paix. L'Église rassure quant à la sécurité des futurs pèlerins après repérage dans les pays concernés. La date du 24 août au 15 septembre est maintenue. Les appréhensions ne manqueront pas, surtout quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Mais avec nos partenaires ici présents de Veret à Sharon, qui nous accompagnent chaque année depuis maintenant une quinzaine d'années, nous sommes en mesure de rassurer tous les futurs pèlerins que toutes les dispositions seront prises pour leur permettre de vivre un bon pèlerinage cette année, dans les conditions classiques de sécurité et de confort. La particularité du pèlerinage 2024 réside dans le circuit habituel qui connaîtra un changement. 6 pays seront visités par la délégation au lieu de 4, une manière pour le SAMPEC de fêter le jubilé des 60 ans d'existence du comité au service de l'Église. Tout au long de ce périple spirituel qui, pendant 21 jours, nous conduira successivement à Rome, où bat le cœur de notre Église catholique, et si les conditions de sécurité nous le permettent, comme nous l'espérons, nous poursuivrons ensuite notre périple spirituel par une visite en terre sainte d'Israël, sur les pas du Christ. Puis nous reviendrons à Lourdes pour nous instruire à l'école de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Avec la grâce de Dieu et le soutien de Notre-Dame, notre pèlerinage 2024 prendra fin au pied de Notre-Dame de Fatima au Portugal, après une halte tout aussi sanctifiante à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Nous avons voulu définir un itinéraire attractif pour que notre action de grâce rejoigne celle des pèlerins de tous les temps qui ont fait confiance à notre structure. Les inscriptions lancées depuis le 8 avril dernier se poursuivent malgré les appréhensions. 350 pèlerins devront être convoyés. Voilà donc Monseigneur Paul Abel Mamba, président du SAMPEC, qui prépare le pèlerinage aux leçons de la chrétienté. Le mois d'avril est dédié à la sensibilisation et au soutien des personnes atteintes d'AVC. Prétexte pour vous proposer le témoignage d'une femme victime d'un accident vasculaire cérébral. Son nom, Ngan Iba Tunkara, membre de l'association Afrique Avril AVC depuis 10 ans. Et elle se bat pour que ses congénères vivent mieux après un AVC. À Fantabadji. Des exercices physiques, des tâches ménagères, le quotidien de Ngan Iba Tunkara se résume à son auto-rééducation. C'est les exercices. Tous les jours, c'est les exercices. Je ne sais pas 1 heure de temps ou 2 heures. Si je ne fais pas les 100 pas, c'est un peu grand ici. Les vents et viennent d'ici. Je ne m'assois pas à 100%. Le matin, quand je finis ma prière, je fais les 100 pas aussi pendant 1 heure de temps. Je prends mon vélo, je m'amuse à faire du vélo. Tout doucement aussi, à faire du vélo, un petit peu. Et le soir, à 17h, je suis devant la porte. Infirmière d'État à la retraite, Ngan Tunkara mène depuis 10 ans un combat acharné contre les séquelles de l'AVC. Il faut beaucoup de volonté. Parce que vous vous levez le matin, vous n'en avez pas du tout. Parce que intérieurement, vous êtes diminué. Intérieurement, vous êtes diminué. Donc, il vous faut beaucoup de volonté pour faire tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est pénible. C'est très pénible. Tu ne peux plus faire tout ce que vous voulez. Ce n'est plus possible. Vous alliez chez vos amis, vous alliez dans des baptêmes, les cérémonies familiales.
Tout ça, vous ne pouvez plus le faire. Assiduité et volonté restent sa sécurité. J'étais dans la chambre et je sortais. Je voulais respirer un tout petit peu. Donc, quand je suis sortie, j'ai vu mon fils s'asseoir là-bas et il a couru vers moi, le pauvre. Il a couru vers moi pour m'aider. Je lui ai dit, il ne faut pas m'aider. Alors, il s'est fâché. Ah, pourquoi on ne doit pas t'aider? Toi, dès qu'on te touche, on dit patata. Je dis, vous ne devez pas m'aider. Maintenant, si je tombe, vous me relevez, c'est tout ce que je vous demande. Alors, il s'est fâché, mais j'en voulais tellement. Je voulais reprendre tout. L'accident vasculaire cérébral n'est pas une fatalité et c'est la conviction d'Ngan. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Donc, il faut continuer à vivre. Si vous voulez continuer de vivre, il vous faut bien un minimum de mobilité à gauche et à droite. Bon, quand je marche maintenant, c'est colopin. Voilà, je ne peux plus faire tout ce que je voulais comme je veux. Elle a réussi à mieux vivre après l'AVC, mais pas à oublier cet événement qui a complètement changé sa vie. Je l'ai eu exactement un mois d'avril, comme par hasard. D'habitude, je suis active, je ne marche même pas, je cours. Donc, ce matin-là, j'étais comme... Je ne pouvais pas réagir. Et Dieu m'a un peu favorisé. Quand on regarde les autres, sincèrement, j'ai dit merci mon Dieu. Effectivement. Je me levais, je marchais. Au début, je n'étais pas encore à la retraite. Donc, j'allais au travail. 3 mois après, mon médecin m'a dit, bon, reviens travailler. Peut-être parce qu'il savait ce qu'il faisait. Bon, donc, je suis reparti travailler. Mais j'étais motivée. Quand je descendais le soir, je marchais de l'hôpital à ici. Ça m'a beaucoup aidé. Ngan Ida Tunkara fait partie de ceux-là qui inspirent. Elle partage son expérience de vie avec ses pairs au sein de l'association Afrique Avril AVC, dont elle est membre. Je vous dis que l'association explore. Je ne parle que de l'AVC. Sincèrement, je parle de rien d'autre. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Au-delà du mois d'avril dédié à la sensibilisation et au soutien des personnes victimes d'AVC, Ngan Ida Tunkara s'investit au quotidien dans la conscientisation de ses congénères sur l'importance de l'auto-rééducation pour retrouver la motricité. Au Sénégal, on note une montée en puissance des web TV, les télévisions en ligne avec des publications multiples. Bon nombre de Sénégalais se connectent sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pour s'informer. La plupart des acteurs de la presse en ligne sollicitent un organe de régulation pour bien encadrer ce secteur. Dossier ficelé par Anaïs Nianyamane. Les web TV ou télévisions en ligne, un secteur d'activité qui occupe beaucoup de jeunes. Avec la percée des médias sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, faire des vidéos en direct avec son portable est très facile. Une web TV, c'est une télévision en ligne, exclusivement en ligne. C'est comme une chaîne de télé, mais qui n'émet que sur Internet. Généralement, les web TV ne sont pas linéaires, c'est-à-dire elles ne diffusent pas en direct et en continu 24 heures sur 24, comme on le voit à la télé. Les web TV s'organisent en fonction de l'actualité, n'est-ce pas? En fonction de ce qui se passe, ils peuvent diffuser en direct sur Internet ou bien organiser des émissions dans la journée, avoir des plateaux comme on le voit à la télé. Les web TV se développent de plus en plus aujourd'hui et ont des studios à l'image même des chaînes de télévision. Au Sénégal, on ne compte plus les chaînes de télé sur Internet. Des sites comme Sénéweb et Presse Afrique sont spécialisés dans l'actualité. L'une des premières entreprises de presse est totalement autonome avec une rédaction qui fait de la production journalistique. Et je dois dire que quand même, nous faisons partie en tout cas des rares presses en ligne qui alimentent
aussi bien la presse écrite, la presse en ligne et parfois même la radio, parce que nos contenus sont dignes de foi. Seneweb, à la base, c'est un site d'information qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est en 2019 même qu'on a vraiment pris les devants sur notre chaîne YouTube, qu'on a commencé à professionnaliser notre chaîne, à faire un paramétrage de la chaîne YouTube pour l'organiser. Avec des milliers d'abonnés, ces deux Web TV publient 20 à 40 vidéos par jour, ce qui leur permet d'enregistrer plusieurs vues. Actuellement, Seneweb, nous sommes à peu près 1 300 000 abonnés. Et depuis que la chaîne existe, nous avons eu quand même 428 millions de vues depuis que la chaîne existe. Et nous produisons beaucoup de vidéos. Par jour, on peut se retrouver entre 20, voire 30 ou même 40 vidéos. Ça dépend du contenu qu'on a. Et ça dépend aussi de l'actualité. Et depuis l'année dernière, on a mis en place une Web TV qui a aussi un programme comme les autres grandes télés et qu'on déroule avec des journalistes qui vont sur le terrain, qui ont des éléments. Maintenant, on n'a pas encore commencé les grandes éditions parce que pour nous, c'est tellement sérieux. Les choses, on y va pas à pas. Et sûrement. Avec notre presse en ligne, en tout et pour tout, on est une trentaine. Tout dépend du type de contenu qui est diffusé. Beaucoup de Web TV gagnent de l'argent en traitant des faits divers, n'est-ce pas? C'est un contenu qui est très prisé. Ou bien les Web TV qui produisent des séries ou des émissions d'interview en profondeur sur un sujet sociétal. Pour mieux assurer leur service d'éducation et de sensibilisation, ces chaînes de télé sur Internet doivent être bien encadrées. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autorisation préalable pour créer une Web TV science tenante. Chacun peut le faire. Hein. Il suffit juste d'avoir une chaîne YouTube et de produire du contenu. Maintenant, si on veut se réclamer entreprise de presse, médias en ligne, là, il va falloir passer par les autorités et avoir une déclaration. C'est le régime de la déclaration. Il faut juste être reconnu par le ministère en charge de la communication. Et puis, on commence à produire son contenu en respectant les règles journalistiques. En réalité, l'édition des vidéos répond à des normes. Travailler, en tout cas, sur des textes, il y en a qui sont disponibles, il y en a, en tout cas, qui ne sont vraiment pas encore disponibles. Et ça, c'est à l'État d'être proactif et surtout d'appeler tous ces segments-là autour d'une table et de voir comment les encadrer. Ces acteurs de la presse en ligne préconisent la mise en place d'une autorité de régulation du secteur. L'absence de cette autorité de régulation aujourd'hui justifie tout ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a des centaines de télévisions mobiles et qui ne répondent pas aux normes et qui peuvent être beaucoup plus dangereux que des radios multilines. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des Web TV qui font dans les fake news. Donc les inconvénients, c'est la manipulation, c'est la désinformation. Ça rend plus viral les fausses informations et ce n'est pas bien pour justement la bonne marche de la société. Les télévisions en ligne ou Web TV ont la cote de nos jours. Bon nombre de Sénégalais se connectent à ces médias pour s'informer ou véhiculer des messages à l'endroit du grand public. Voilà, la presse en ligne qui nous a ouvert ses portes ouvertes également du lycée hôtelier international de Lille, avec un cours sur la gastronomie sénégalaise en France. Des lycéens ont appris comment préparer du thieboudiène, yassa et des desserts traditionnels à base de mil. C'était à l'occasion de ces journées portes ouvertes, donc organisées par le lycée. Un accord de partenariat inclusif a été signé entre le centre de référence au métier du tourisme de Saint-Louis et le lycée. À la baguette Fatou Diouf, nous suivons ce reportage. À l'œuvre, Abdou Cham et Raoul Koli. C'est un plat qui a été... Ces chefs cuisiniers sénégalais expliquent les techniques de préparation d'un bon thieboudiène et du yassa poulet. Mondial de l'UNESCO. Comme dessert, du lard et du tchakri, des mets traditionnels à base de mil. Ces élèves du lycée hôtelier de Lille profitent de cet instant inédit pour apprendre la gastronomie du pays de la Teranga. On a préparé le thieboudiène qui est le riz au poisson. On a aussi préparé du yassa
déroulé avec les élèves, ils sont là. Et sur la base aussi d'une fiche technique de production, les élèves sont là, venez, parce qu'on va leur laisser une fiche technique avec des grammages et des techniques aussi de réalisation. Donc après, ça va leur faciliter un peu la tâche pour après réaliser le thieboudion et le yassa. Place à la dégustation. Les visiteurs apprécient les saveurs sénégalaises. Surtout le thieboudion, classé patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. De ces journées est né un partenariat entre le lycée hôtelier de Lille et le centre de référence au métier du tourisme de Saint-Louis. Le centre de référence des métiers du tourisme de Saint-Louis a été construit en 2021 dans le cadre du projet FPEC du ministère chargé de la formation professionnelle. Il a ouvert ses portes en septembre 2022 avec une capacité de 220 apprenants, avec des filières portant sur la restauration, le tourisme et l'hôtellerie, et des niveaux allant du CAP au BTS. Donc après l'ouverture du centre, pour rehausser le niveau de la formation, nous avons jugé utile de chercher un partenaire stratégique qui nous accompagne, en l'occurrence le lycée hôtelier international de Lille, qui n'a pas été choisi au hasard, mais qui a été choisi compte tenu du partenariat qui existe déjà entre Lille et Saint-Louis. On a aussi travaillé dans des échanges de compétences, notamment entre les chefs sénégalais et les chefs français. Donc des partenariats se sont faits, des accords ont été signés et entendus pendant ce séjour. Et puis derrière, on a aussi mis en place bien des accords de réception des élèves sénégalais dans les différents lieux, hôtels et restaurants de la ville de Lille. Et bien entendu, d'autres points ont été mis en place avec un partenariat sur une école supérieure de commerce international, l'ICITCO, de l'ULCO qui se situe sur Saint-Omer. Au final, les élèves de BTS du CRMT sortiront avec un master ou un bachelor en restauration ou en hôtellerie. Il s'agit pour ces structures de faire découvrir aux Français des plats typiquement sénégalais, mais surtout de promouvoir la destination Sénégal. Voilà, et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Voilà, et puis je vous invite maintenant à embarquer pour un voyage à travers les allées du village des Arts et du marché de Soumbédioune à Dakar, où des artisans talentueux façonnent et préservent le patrimoine culturel du Sénégal. Ces créateurs, véritables ambassadeurs de leur art, plaident pour un soutien renforcé de l'État afin de projeter leur savoir-faire sur la scène internationale. Ndeye Koumba Ndiaye, reportage. Au village artisanal de Soumbédioune, chaque objet exposé a une signification particulière. Les articles diffèrent par la nature du matériau, leur taille, leur forme et leur poids. Mais ils sont tous made in Sénégal. C'est l'instrument musical qui est originaire de la Casamance. Vous avez le djembé aussi. Ça aussi, c'est notre instrument musical. Sinon, ça c'est pour les accrocher sur les frigos. La plupart des clients aussi ont l'habitude de prendre leurs insignes ou bien des souvenirs des pays d'où ils sont partis pour acheter ces souvenirs pour les ramener chez eux. Vous avez aussi des tableaux à sable, ça c'est fait à partir du sable. Vous avez des tableaux peints. Ce tableau, le grand que vous voyez, ça représente le paysage. Sur le paysage, vous avez vu, vous avez les deux femmes qui sont en train de faire le jeu, notre ancien jeu qu'on dit ouré, sont en train de faire le ouré. Vous avez vu les cases et les arbres, là c'est un puits. Oh, donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui parle, qui vit aussi. Toutefois, il n'y a pas une grande affluence au village. Malgré la qualité des produits, les artisans déplorent la rareté des clients et s'inquiètent pour l'avenir du secteur artisanal. C'est vrai qu'on a une carte professionnelle qui veut dire que celui-là, il a une carte professionnelle, c'est ça son métier. Ça, c'est déjà important. Mais il y a certaines opportunités qu'on a besoin, qu'on nous aide à y accéder.
même si c'est par test, comme on teste les étudiants qui ont leur diplôme, on dit tel diplôme, tel concours, on te fait un test, il faut réussir sur ça, et on teste aussi l'artisanat. Tu vois, nous rencontrons beaucoup de difficultés pour avoir du bois pour travailler. De plus, les Chinois qui avaient l'habitude de nous acheter des objets en bois de veine ne viennent plus à cause des problèmes qu'ils ont pour les exporter, surtout au niveau des aéroports. Les touristes rencontrés sur place apprécient la qualité des articles qui leur permettent de mieux connaître la culture africaine. Il y a évidemment une grande diversité d'objets, il y a des tissus, des bijoux, des dessous de plats, des sacs, plein de belles choses. Et puis surtout, chacun travaille différemment. On voit que chacun a fait un travail artisanal, artistique. Donc c'est formidable. À quelques kilomètres de là, le village des arts qui regroupe des artistes de divers horizons. Ce village est une plateforme qui réunit des talents, je ne veux pas dire les plus grands talents de ce pays, parce qu'il y en a qui sont en dehors du village. Mais quand même, c'est une belle vitrine de l'art sénégalais et nous recevons le monde entier qui vient visiter et je pense que c'est une excellente chose. Et nous en félicitons de l'État sénégalais. Zulumbay, une référence du monde de la culture, n'est plus à présenter. Ces tableaux qui ont fait le tour du monde trônent fièrement dans ses ateliers parmi d'autres. Selon lui, la culture a un grand potentiel qui doit être exploité. Je dis toujours que c'est une mine d'or. Mais cette mine d'or, il faut creuser pour trouver l'or. Et si on nous accompagnait véritablement comme il le fallait, je pense que nous aurions creusé, trouvé l'or que nous présenterions à notre pays, à notre peuple. Et moi qui suis aujourd'hui nouvellement élu président de l'association de ce village, ma feuille de route, c'est de donner à ce village des arts vraiment le dynamisme qu'il lui faut pour que le monde entier sache que le Sénégal n'a pas que sa biennale, mais aussi le Sénégal a ce village des arts. La biennale approche à grands pas. Zulumbay souhaiterait une plus grande implication du village des arts. Il n'est pas normal que ce pays qui organise une biennale aussi grande ait un village des arts et que ce village des arts ne soit pas impliqué dans la biennale. Le village des arts devait être labellisé, introduit dans le IN parce que ce village vaut cette démarche. Le Sénégal est un pays culturellement riche. L'artisanat est l'un de ses aspects les plus importants. Les acteurs du secteur espèrent un plus grand soutien de l'État pour être en mesure de faire briller l'étoile du Sénégal partout dans le monde. Par contre, SOS pour le village artisanal de Saint-Louis, la structure croule sous le poids de l'âge. Plusieurs tentatives de réhabilitation sont restées vaines. Aujourd'hui, les occupants des lieux s'interrogent sur leur avenir. Une lueur d'espoir est apparue avec le couplage des ministères de l'artisanat et du tourisme. Omar Diaw. Ces quelques touristes européennes rencontrés au village artisanal de Saint-Louis pourraient laisser croire que le dit lieu se porte bien. Que non, il s'agit là d'une image trompeuse, éloignée de la réalité. Maintenant qu'on a repris la façade avec ces peintures, il faut que vous y pénétrez, il faut que vous y mettiez le pied pour que vous voyez l'état de délabrement si avancé. Tu vois des pères de famille engagés, déterminés, tu les regardes, les yeux hagards, dans l'attente hypothétique d'arrivée de cas de touristes. Beaucoup d'artisans apparaissent au soleil pendant que les jours passent. La situation n'est vraiment pas reluisante et le village ne s'est pas entièrement remis de l'épisode Covid. Ça se porte très mal par rapport à l'artisanat d'art. Si on parle de l'artisanat, c'est très vaste. C'est plus d'une centaine de corps de métier. Mais l'artisanat d'art, il n'y a pas d'aide de l'État, il y a d'aide de quiconque. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de formation. Les rares clients qui franchissent l'enceinte ferment les yeux sur le décor de désolation et repartent avec quelques souvenirs. Ça, comme un cadeau pour ma famille et mes amis. Cet instrument musical très typique du Sénégal. Un petit coup de cœur, je le montre. C'est un petit bracelet avec des poupées et en argent. Donc ça me fait plaisir de l'avoir pris pour le ramener en Italie et montrer à mes proches
ce qu'on peut trouver au Sénégal. J'aime beaucoup être ici parce que même les négociants sont très, ils font de la teranga, donc ils nous accueillent dans leur magasin et ils nous montrent, ils sont disponibles à nous aider dans le choix. Les artisans de la cité de Mamkoumbabang ont pourtant du talent. Ils produisent de belles œuvres malgré des conditions d'accueil difficiles. Man lim fi dund mom moy sama matériel day yaq toujours vraiment. Te bin nu digé dañuy défar fi ba tay dafa yag. Presque ay 4 ans man may am ay tour beut yi mu yaq. Des projets de démolition, de déménagement et de reconstruction, il y en a eu, mais autant en a emporté le vent. Ces cases non encore mises à la disposition des artisans font partie de ces nombreux projets de modernisation, mais beaucoup d'acteurs ne les trouvent pas adaptés à leurs besoins. On est toujours dans l'attente d'un village artisanal rénové, d'un village artisanal qui réponde aux réalités des artisans. Parce qu'un artisan qui travaille doit avoir son lieu de travail et sa boutique d'exposition côte à côte. Le couplage de l'artisanat au tourisme dans le nouveau gouvernement suscite un espoir dans le monde de l'artisanat saint-louisien. Oui, ça c'est une bonne affaire parce qu'à l'époque, nous étions apprentis, il y avait le tourisme et l'artisanat. Et ça allait mieux. Parce qu'à l'époque, si tu étais un apprenti, même artisan sculpteur, tu étais fier. Parce qu'il y avait beaucoup de monde où les touristes venaient à gogo. Si ce nouveau gouvernement a pensé d'allier le même ministère, il l'a bien fait. Parce qu'on ne peut pas parler tourisme sans parler d'artisanat. Et je pense peut-être qu'on va voir la lumière au bout du tunnel avec ce nouveau gouvernement. On le souhaite, hein? Accès au financement, meilleur appui de la Chambre des métiers et de l'État, réhabilitation totale du village artisanal restent les préoccupations des artisans de Saint-Louis. La cité tricentenaire ne peut plus avoir dans son parcours touristique un village artisanal ruiné par les injures du temps. Nous parlons de la digitalisation de l'état civil à Kaolack. Elle est fortement appréciée par les usagers. Ces derniers bénéficient de facilités pour l'acquisition de documents. Tout un dispositif est mis en place par la mairie, même pour les Sénégalais de l'étranger. Claire Diop. À l'entrée de la mairie, du personnel est prépositionné avec comme mission l'accueil et l'orientation des usagers selon les besoins. Au niveau du service d'état civil, ce matin-là, du monde venu pour des préoccupations diverses. Ici, tout est mis en œuvre pour permettre aux populations de disposer plus facilement de pièces administratives, séances tenantes en moins de 5 minutes. Une situation bien différente de celle d'avant au vu du taux d'enregistrement qui a fortement augmenté. Du point de vue fréquentation, les gens viennent le plus souvent. On voyait des gens, des agents d'affaires qui rôdaient autour parce que les gens avaient vraiment marre de venir ici faire des va-et-vient, et ce qui n'existe plus maintenant. La séance tenante, on vous fait la signature dès que vous déposez. Si c'est dans la base de données, tout de suite on vous remet votre imprimé, vous allez acheter la vignette et tout de suite on vous signe le document. S'il y a un peu de retard, c'est au niveau de l'archive, parce que les 2 centres secondaires ne sont pas encore informatisés. C'est ce qui cause parfois quelques désagréments. À ce niveau, le processus de digitalisation est en cours. Autre cas de figure, les usagers hors de Kaolack et même à l'étranger. Un service en ligne est mis en place avec une plateforme qui permet de satisfaire le demandeur. Si vous ne voulez pas venir et que vous êtes peut-être dans la diaspora ou partout dans le monde, vous entrez dans la plateforme, vous faites votre commande et séance tenante. On vous fournit le document via un scanner et sur place, vous pouvez l'attirer. Et tout ça en moins de 5 minutes. Et le prix, c'est pas trop cher, moins de 2000 francs. La démarche est fortement saluée par les usagers. Ces derniers se voient délivrer leur acte en toute sécurité. Aujourd'hui, je trouve que la procédure, vraiment, ça s'est bien passé. Parce que depuis que je suis passé ici, il n'y a pas de désordre. Tout est bien passé, vraiment.
Vraiment, c'est très rapide, un gain de temps considérable. J'ai pas du tout duré ici. Je suis venue chercher un extrait de naissance et on s'est bien occupé de moi. Moins de 3 mois, extrait. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'état civil, un projet de construction d'un bâtiment entièrement dédié. Nous sommes à l'étape de finition, les portes, peut-être la peinture et tout. Et je crois que dans 1 ou 2 mois, nous allons rejoindre ce bâtiment-là qui sera dédié à l'état civil entièrement. Et seuls les services d'état civil et l'archive et tout ça va être intégré dans ce bâtiment-là. Toujours dans un souci d'efficacité, il est prévu l'installation de bureaux d'état civil dans 6 quartiers de la commune, Medina Bay, Abattoir Ndangan, Ngan, Ndorong, Boustan et Kabatoki. Beaucoup d'efforts sont consentis par la mairie de Kaolack pour mieux satisfaire les usagers et les placer 3e par le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, sur les 9 domaines de compétences que de performances notées sur les principes qui interviennent dans ce classement. Je vous le disais en titre, à Dakar, certains motocyclistes roulent au sens interdit, montent sur le trottoir et pire encore, prennent les voies du Berthe en brûlant tous les feux de signalisation sur leur passage. Des infractions graves faisant fi de toutes les règles du code de la route. C'est le sujet de la rubrique Société signée d'Absila. Ils roulent sur le trottoir, parfois à vive allure, troublant la quiétude des piétons, avec un énorme risque de causer des accidents pouvant créer des pertes en vies humaines ou de blessures graves. À Dakar, certains conducteurs de moto Jakarta qui circulent dans la ville ont réussi à outrepasser le code de la route sous le regard impuissant des passagers et sans aucune intervention des forces de l'ordre. Ce qui explique en partie cette pratique parfois, ce sont les embouteillages monstres à Dakar, ce qui nous oblige parfois à circuler sur le trottoir. Leur non-respect du code de la route se reflète à tous les niveaux. Ils brûlent les feux de signalisation à longueur de journée, semant la terreur dans l'esprit des usagers de la route. Sincèrement, c'est pas normal de circuler sur le trottoir. C'est réservé exclusivement aux piétons. C'est valable pour moi, c'est valable aussi pour tout le monde. Nous, motocyclistes, nous devons aussi respecter les feux de signalisation. Cela va de notre sécurité, mais également de la sécurité des autres. Parce que aussi, nous sécurité. Parce que vous faites que vous respectez les feux rouges, non seulement il y a des karang, mais il y a des karang aussi des piétons. Un nombre exponentiel, à la limite inquiétant, circulant au cœur de la capitale et transportant au quotidien des personnes et des marchandises, ces motocyclistes roulent parfois même sur la voie du BRT pour éviter les embouteillages. La voie du BRT est exclusivement réservée aux bus rapides transit. Et pourtant, un certain conducteur des 2 roues emprunte la voie. C'est inadmissible et déplorable. Il faut que chacun respecte la ligne qui lui est dédiée. Les usagers de la route interpellent les autorités compétentes pour le respect strict du code de la route et à prendre les mesures idoines en cas de violation de la loi. Circuler en moto sur le trottoir, c'est inacceptable. L'acte doit être puni. Les nouvelles autorités ont la responsabilité de faire respecter la loi à tous les niveaux. Pour arriver au développement auquel on aspire, il faut tout d'abord que les citoyens s'acquittent de leurs devoirs. Soyons des citoyens modernes. Adoptons la bonne conduite pour mieux servir notre pays. C'est pas normal de voir certains comportements sur la route. Pour se conformer à la loi, on a besoin de l'assistance des forces de l'ordre. Les motos Jakarta doivent se limiter à circuler dans la banlieue et non dans le centre-ville. Rouler à sens interdit, circuler sur le trottoir, se faire un chemin sur la voie du BRT, sans compter le non-respect des feux de signalisation,
Autant de forfaitures commises par certains conducteurs des 2 roues en plein centre-ville. Les autorités compétentes ont l'obligation de faire respecter la loi à tous les usagers de la route, sans aucune exception. Voilà donc les infractions routières commises par certains motocyclistes à Dakar. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.